Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. L'engagement politique des jeunes, leurs priorités en vue des élections du 9 juin et la lutte contre l'extrême droite seront au menu de notre émission ce soir. On poursuit en effet le débat entre les jeunes des différents mouvements politiques démocratiques francophones. La semaine passée, ce sont les jeunes MR, Écologie et Génération Engagée qui sont venus se présenter à notre micro et évoquer leurs priorités. Cette semaine, place au second volet du débat entre les jeunes socialistes, Défi Jeunes et le PTB. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir en studio Thomas Huggins. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 23 ans, vous êtes enseignant, vous êtes vice-président du mouvement des jeunes socialistes. Alors à vos côtés, Jean Kitenge, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes consultant et vous êtes le président de Défi Jeunes. Et enfin, Souleymane El Mokadem, bonsoir. Bonsoir. Vous avez étudié à l'ULB, où vous avez été président du Cercle étudiant arabo-européen. Vous avez 26 ans et vous tirez la liste du PTB en région bruxelloise aux côtés de Françoise De Smet. Alors 26 ans en politique, c'est jeune, puisque la moyenne d'âge des élus bruxellois, c'est 44 ans. Et encore, c'était la première fois en 2019 que la moyenne est aussi basse. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, Souleymane El Mokadem, à vous engager en politique, alors qu'à votre âge, on a l'impression, on a souvent le sentiment, certainement à tort, que la politique intéresse peu? En fait, moi, c'est tout un parcours. Donc, je suis enfant de syndicaliste et même petit enfant de syndicaliste. Donc, pendant toute ma jeunesse, j'ai eu des discussions politiques, syndicales à la maison. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet aspect-là. Mais j'ai aussi dans des quartiers les plus pauvres de Belgique, qui est donc les Marolles, à qui je dis bonjour. Et donc, il y a eu toutes des problématiques comme la discrimination, problématiques du logement, etc. Donc, ça a vraiment façonné mon parcours. Et une fois que je suis arrivé à l'ULB, j'ai vraiment été attiré par le mouvement étudiant, d'où la raison pour laquelle j'ai rejoint le cercle des étudiants arabo-européens de l'ULB. Et de là, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai fini mes études, qu'est-ce que je peux faire? Et l'idée, c'était vraiment de servir la classe à laquelle j'appartenais. Et c'est pour cette raison que j'ai rejoint le PTB. Et quelles sont les valeurs qui vous animent? Et est-ce que vous avez l'impression que vos valeurs peuvent être un peu différentes, vous, en tant que jeune, de celles de vos aînés? Les valeurs qui m'animent, il y a déjà toutes les questions liées aux discriminations, parce que durant toute ma jeunesse, personnellement, mais aussi les jeunes de mon quartier, etc., on a été victime de différentes formes de discrimination, que ce soit des discriminations au logement, mais aussi des discriminations à l'emploi. Et donc ces valeurs-là m'animent vraiment. Mais quand on voit, c'est vrai que chez les grands, on va dire chez les grands politiques, etc., ces questions-là ne sont pas vraiment mises à l'ordre du jour. Typiquement, par exemple, il y a Ounia qui nous expliquait que si on ne change pas de politique, si on reste dans des politiques constantes, on doit avoir encore 80 ans pour pouvoir mettre fin aux différentes discriminations, que ce soit au logement ou à l'emploi. Ici, on est tous jeunes, donc 80 ans, c'est donc nous, nos enfants et même nos petits-enfants vont continuer à vivre dans un monde où il y a des discriminations. Et donc, on voit que parfois, ces questions-là ne sont pas prises, je ne vais pas dire au sérieux, mais ne sont pas prises avec l'importance qu'elles devraient avoir. Jean Kitenge, un peu la même question. Effectivement, quel a été, vous, le moteur de votre engagement et en l'occurrence à Défi? Du coup, c'est également lié à une histoire personnelle. Donc moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale, donc avec une maman solo, où j'étais un peu le grand frère et où j'ai dû en fait très vite prendre un ensemble de responsabilités, déjà observer un ensemble de choses qui me semblaient pour moi injustes, et puis après prendre un ensemble de responsabilités. Et ça s'est fait un peu de manière naturelle, c'est-à-dire qu'à l'école, en dehors de l'école, je commençais déjà à avoir des engagements alors que j'étais associatif, alors que j'étais même pas encore majeur. Et en fait, naturellement, je me suis toujours engagé, donc de manière, pour pouvoir entre guillemets influer sur le réel. Parce que c'est vraiment ma perspective, c'est que moi, s'il y a bien une chose que je déteste, c'est le sentiment d'impuissance, le fait de me dire ok, il y a une fatalité qui nous tombe dessus et en fait, on peut rien y faire. Et donc, personnellement, encore actuellement, en fait, je veux toujours pouvoir, en utilisant une phrase de Jaurès, passer par le réel pour atteindre l'idéal. Et donc, en fait, essayer de m'attaquer aux structures, à ce qui fait qu'en fait, cette situation est ce qu'elle est aujourd'hui et pas m'arrêter sur le constat. Et donc, en fait, pourquoi du coup ce choix de parti? C'est parce qu'en fait, il y a cette donnée pragmatique, il y a ce fait d'observer un problème et de tenter d'y répondre. Typiquement, en fait, j'ai grandi également dans un quartier qu'on considère défavorisé. Je suis un enfant, je pense que je suis un basané, on le voit, et en fait, je suis discriminé si on voit mon nom, etc. On va voir que, et c'est ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse en fait surtout, c'est de pouvoir mettre fin à ça, mais sans qu'on m'accuse de oui, mais c'est parce que c'est bien beau les idéaux, ça doit toujours être comme ça, et en fait
la réalité est comme ça et en fait arrête-toi là-dessus. Non, j'ai envie de leur dire, en fait regardez, on peut mettre en place telle ou telle chose, et je vais donner un exemple, c'est le travail mené par notre ministre au niveau de l'emploi. Il y a on met en place maintenant des faux CV. Donc, si maintenant, moi, je remets un CV avec mon nom, Jean Kitenge, l'employeur voit ma tête, il se dit, je ne suis pas certain que je le prendrai. Eh bien, si j'ai un doute, je peux remettre un faux CV avec un autre nom, peut-être qui passera un peu mieux, et sur cette base-là, ça permettra d'objectiver la discrimination, et ça nous permet justement de mettre un coup réel sur l'employeur, l'entreprise qui mène cette discrimination, alors qu'avant, c'était plus compliqué de pouvoir le prouver. Mais je me tourne vers vous, Thomas Hugens, pour les jeunes socialistes. La même question, quel était pour vous vraiment le moteur de votre engagement? Quelles sont les valeurs qui vous animent? Mais moi, à titre personnel, j'ai commencé à m'engager très tôt, donc vers 15-16 ans, pour la bonne et simple raison que je voyais au quotidien ce qui se passait au sein de notre société, que ce soit l'urgence sociale, l'urgence climatique, et également beaucoup de difficultés que pouvait vivre la population. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas cette conscience-là. Et je pense que, moi je suis enseignant, je suis au contact de beaucoup de jeunes au quotidien, chaque jour, et les jeunes ne sont pas, j'ai envie de dire, insensibles à tout cela. Et je ne me suis pas directement tourné vers les partis politiques, c'est-à-dire j'ai d'abord commencé dans l'associatif et directement dans l'interpersonnel, c'est-à-dire aller voir les gens qui ont des difficultés, etc. Et mon engagement réellement au sein des jeunes socialistes a commencé au parc Maximilien, lorsqu'il y avait le gouvernement MR-NVA et notamment la répression des migrants au parc Maximilien, qui était une répression policière au niveau de la police fédérale. Et rentrer au PS, ça a été un choix que je pense être judicieux, parce que c'était le choix le plus juste, qui me semblait le plus juste et le plus en accord avec mes valeurs. La charte de Corognon, donc celle qui a fondé le Parti ouvrier belge, était l'idéal que je voulais, de la société dans laquelle je voulais vivre. Et même chose, j'étais touché par tout un tas de valeurs, notamment la redistribution des richesses, les valeurs de solidarité, justice sociale, justice climatique et fatalement la lutte contre les discriminations. D'ailleurs, je suis très heureux de voir qu'à Molenbeek, il y a le premier guichet anti-discrimination qui vient d'être ouvert par le PS de Molenbeek. C'est des mesures qui doivent être généralisées. Même chose, les faux CV, c'est des mesures qui doivent être généralisées. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre 80 ans pour mettre fin aux inégalités. Ça peut être fait, mais pour ça, il faut qu'il y ait une volonté politique, il faut qu'il y ait des financements et il faut réellement qu'il y ait, j'ai envie de dire, la mise en pratique au niveau social. Que ce ne soit pas juste des choses théoriques qui partent comme ça. Oui, on voit qu'effectivement la lutte contre la discrimination est un point commun déjà qui peut ressortir. Et c'est un point sur lequel je pense la majorité des partis peuvent s'entendre, à part, on va en parler, peut-être l'extrême droite. Et finalement, ce qui m'a fait choisir le Parti socialiste, c'était que je jugeais que c'était le parti qui était le plus à même de pouvoir transformer la société. Le pilier socialiste a toujours structuré la société belge, et moi je suis aussi lié à la FGTB, fatalement. Et la FGTB permet de modifier la société par le bas, de démocratiser l'économie. Et en même temps, le Parti socialiste permet d'agir au niveau politique pour aller vers cette société qui est décrite dans la charte de Corognon. Alors, on est ici donc dans Libre Ensemble, l'émission du Centre d'Action Laïque, un mouvement qui lui-même prône des valeurs de liberté, d'égalité, de solidarité et qui du coup a rédigé un mémorandum par niveau de pouvoir en vue des élections du 9 juin. Mémorandum d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site memorandum2024.laïcité.be, donc si vous voulez découvrir en intégralité les propositions du mouvement. Et du coup, je vous ai demandé à tous les trois de vous plonger un petit peu dans les priorités du CAL et de nous donner deux propositions que vous seriez prêt à défendre en tant que jeune au sein de votre parti ou de votre jeunesse politique. Alors peut-être Jean Kitenge, est-ce que parmi toutes les propositions du CAL, il y en a deux que vous seriez prêt à pousser et à mettre en avant? Bien sûr. Alors, du coup, j'ai une grosse difficulté à choisir parce qu'il y en a plusieurs, en effet, qui m'intéressaient. Et donc, j'ai dû choisir ceux qu'on a déjà poussés au sein de notre parti, avec lequel, d'ailleurs, il y a eu une sorte de connexion directe parce qu'en fait, on défendait la même chose. Au départ, on m'a demandé pourquoi des filles. En fait, assez simplement parce que c'est le parti qui essaie de trouver un certain équilibre entre le libéralisme, en fait, qu'on défend d'une certaine manière tous d'un point de vue philosophique, et évidemment, l'aspect social qui est
inhérent en fait à un véritable libéralisme. On ne peut pas être libre sans avoir les moyens de pouvoir jouir de notre liberté. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir entendre, et c'est c'est ce réel-là qui m'a toujours motivé. Et en fait, concrètement, dans les mesures que j'ai dû choisir, il y en a un typiquement qui structure un peu aujourd'hui beaucoup de problèmes qu'on peut retrouver notamment en Bruxelles, mais dans l'entièreté du pays et certainement dans les grandes villes. C'est la question de la propagation des drogues. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont de base très souvent en fait des personnes précarisées, parfois même à la rue, qui se retrouvent dans nos stations de métro à prendre des substances qui sont parfois très dangereuses, très souvent d'ailleurs très dangereuses pour leur santé. Et ce que nous, on proposait, c'était la légalisation du cannabis pour pouvoir justement lutter contre cette propagation des drogues. Je m'explique, en pouvant s'attaquer davantage contre les organisations criminelles. Donc l'idée, c'est en fait de créer un monopole public de l'État, donc légaliser le cannabis, en fait régulariser sa vente, pour pouvoir dans un premier temps, bien contrôler le produit, parce que souvent c'est plus facile déjà de se procurer un joint que parfois de l'alcool pour un mineur, et en fait c'est souvent coupé avec n'importe quoi. L'idée, c'est de faire en sorte déjà que ce soit en fait un bon produit, mais surtout en fait de bonne qualité, en tout cas contrôler les risques aussi. Accès prévention, faut vraiment faire attention à ce qu'en fait tout le monde ne puisse pas s'en procurer, et puis derrière dégager des moyens pour pouvoir refinancer notre santé publique. Donc le groupe de Vendredi estimait cela à 174 millions d'euros par an, ce qui est quand même colossal, donc pour refinancer notre santé publique, et également pouvoir financer d'un point de vue de la justice aujourd'hui des brigades spécialisés contre la corruption, contre les crimes organisés. Le deuxième élément que j'ai choisi, c'est évidemment les luttes contre la discrimination. J'ai déjà dit qu'on était à la pointe sur cette question-là, avec les faux CV. Je sais qu'il y a un travail qui est aussi très bien fait au niveau de la discrimination au logement, et il faut pouvoir aussi, encore une fois, avec des acteurs, pouvoir situer quand il y a un cas de discrimination, objectiver, pour en fait renverser la charge de la preuve, et que l'employeur ou que le propriétaire qui refuse quelqu'un sur base d'une discrimination à l'origine, au handicap, etc., puisse prouver que ce n'était pas le cas. Ça, c'est hyper important. Et à côté de ça, il y a d'autres éléments dont on parle peu, comme les discriminations qui sont faites en fait simplement face aux femmes. Donc voilà, une femme avec même compétences va postuler pour un emploi. L'employeur va préférer choisir un homme. Pourquoi ? Et en objectivant, en prétextant justement le fait que la dame risque à un moment donné de partir en congé maternité et que ça va lui coûter cher. On a encore ça dans notre culture qui est fortement présente. Eh bien, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre en place des congés paternité, de sorte à ce que l'employeur n'ait plus cette excuse-là en fait, et puis et à payer peut-être le même prix pour un homme et une femme, en se disant le monsieur aussi, quand il aura son enfant, il aura son congé paternité. Et ça traduit en fait une réalité qui doit évoluer aujourd'hui au sens de notre culture. C'est que un homme il n'appartient pas qu'à la femme d'avoir sur ses épaules la charge du foyer. Un homme doit également l'avoir, et en fait un homme est un père également, et ça rentre dans cette idée-là, et en fait on accompagne l'évolution de notre société. Ouais. Alors, du coup, je me tourne vers peut-être Souleymane El Mokadem. La même question, effectivement, on voit qu'il y a déjà des choses qui sont sorties dans ce que Jean Kitenge disait. Est-ce que vous avez choisi 2 propositions que vous seriez prêt à soutenir ? Un peu pareil, donc la majorité des propositions étaient vraiment intéressantes et on peut même les soutenir, donc ça a été vraiment difficile d'en choisir 2. Donc j'en ai choisi 2 qui sont vraiment dans l'ADN du PTB. Donc le PTB, c'est le seul parti national en Belgique, donc on défend la classe travailleuse, que ce soit en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Et dans ce cas-là, je voulais parler un peu de l'individualisation des droits. Aujourd'hui, la sécurité sociale, je sais qu'on est au centre d'action laïque, mais la sécurité sociale, c'est la cathédrale de l'ensemble des travailleurs, ou bien le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, comme dirait la FGTB. Et donc pour nous, c'est vraiment un acquis important, donc cette sécurité sociale, mais un acquis qu'on doit continuer à se battre déjà pour le défendre, mais aussi pour l'étendre. Et aujourd'hui, on voit que 2 personnes qui gagnent le même salaire, qui travaillent le même nombre d'années, parce qu'ils ont un statut différent, mariés, cohabitants, ou vivant seuls, vont recevoir une sécurité sociale différente parce que ils n'ont pas le même statut. Et donc pour nous, ça c'est une forme de discrimination, et on se bat pour supprimer ce statut de cohabitant.
J'ai vu un peu les différents programmes et je pense qu'on est, en tout cas avec le Parti Socialiste, on est sur la même... et même avec je compte en parler, je pense que c'est des choses sur lesquelles on peut s'entendre et qu'on peut forger réellement une union de la gauche là-dessus. Mais pour ça, il faut... Même le centre en soi. Mais oui, mais même le centre, je pense qu'on peut s'entendre aussi avec des filles, avec les engagés sur ces points-là. Et en même temps, c'est quelque chose effectivement dont on parle depuis longtemps, mais qui n'est toujours pas réalisé, parce que ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on parle de cette individualisation des droits, et ça n'est toujours pas d'actualité. Mais justement par rapport à ça, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que donc moi je suis attaché parlementaire au niveau du Parlement wallon, et encore pas plus longtemps qu'il y a 3-4 mois, on a déposé une résolution pour demander que toutes les... donc il y ait une individualisation des droits pour tout ce qui concerne la région wallonne. Dans les discours, malheureusement, PS, Écolo et même le MR disaient qu'ils étaient plutôt d'accord, mais vu que ça venait de l'opposition, ils ont voté contre. Et donc on voit que malheureusement, parfois, sur certains sujets qui sont très importants, on fait de la politique politicienne. Et nous, on était même prêts à retirer notre texte et voter un texte de la majorité. Mais malheureusement, la politique a pris le dessus sur le sujet. Et sur le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est protéger l'état de droit et lutter contre l'extrémisme. Donc c'était un peu presque pareil que Jean. La lutte contre le fascisme et contre l'extrême droite, ça fait vraiment partie de notre ADN. En tant que PTB, on se bat contre toutes les formes de discrimination, que ce soit l'antisémitisme, le racisme, l'islamophobie, les discriminations de genre, le sexisme, etc. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'en Europe, mais aussi en Belgique, on voit que les idées d'extrême droite progressent. Les Le Pen en France, en Italie, en Allemagne, en Flandre, et même en Wallonie, même si... Pour l'instant, il n'y a pas de parti politique il y a un parti politique qui est petit, mais voilà. Et il n'y a pas au Parlement... en tout cas, ils n'ont pas encore d'élus. Ils n'ont pas encore d'élus. Donc on voit vraiment que ces idées fascistes, ces idées d'extrême droite progressent dans la société. Nous, en tant que PTB, notre rôle aussi, c'est d'expliquer aux gens, de travailler avec les gens pour leur dire qu'en fait, s'il y a un problème de logement, s'il y a un problème d'emploi, s'il n'y a pas assez d'emploi, s'il y a du chômage, s'il y a la misère, ce n'est pas de la faute de l'immigré. C'est pas de la faute de l'immigré, mais c'est bien la faute soit des multinationales, soit des riches qui ne payent pas assez d'impôts, ou bien des politiques qui ne font pas leur boulot. Et donc, lutter contre le fascisme ou le racisme, on peut le faire de manière structurelle, mais aussi en mettant en place des investissements publics, que ce soit dans le logement, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'emploi, etc. Alors Thomas Huygens, vos priorités à vous, enfin en tout cas les priorités qui se trouvent dans le mémorandum du Centre d'action laïque et que vous seriez prêts à soutenir. Alors c'était très compliqué de choisir aussi, parce que il y a beaucoup de choses par rapport auxquelles je serais d'accord, notamment l'extension des 2 heures de philosophie et citoyenneté. Oui, j'allais dire, vous êtes enseignant et notamment vous avez été professeur de philosophie et de citoyenneté, j'imagine que c'est quelque chose... Dans d'autres conditions, je pourrais parler de mon expérience là-dedans, mais voilà. On vous réinvitera pour ça. Voilà, également la constitutionnalisation de l'IVG, très important, contre les discriminations et notamment les violences de genre. Mais bon, il fallait en choisir 2. Donc moi, d'une part, il y a l'individualisation des droits sociaux. C'est une chose qui est très présente au sein du pilier socialiste. C'est prôné par la FGTB, par le PAC, par le Parti socialiste, par les jeunes socialistes. Aujourd'hui, on est dans un état d'urgence sociale. 18% des gens sont en situation de pauvreté ou de risque de pauvreté. Selon Stadbel, c'est 2 millions de personnes. C'est pas rien. 2 fois Bruxelles. Et notre but, c'est, comme le PTB et d'autres partis, c'est mettre fin au statut de cohabitant. Alors pour ça, évidemment, faudra faire des concessions. Et d'ailleurs, j'invite le PTB à venir au gouvernement à nos côtés au sein d'une union de la gauche, parce que ça commence à bien faire. On pourra en parler après. Parce que, en fait, le problème du statut de cohabitant, c'est, pour un peu expliquer, en gros, les aides sociales sont calculées en fonction de la situation familiale de la personne et non de sa situation personnelle. Ça cause un gros problème à la fois de nature féministe, c'est-à-dire que ça entraîne une forme de dépendance de la femme vis-à-vis de sa famille ou vis-à-vis de son mari, et donc ça bloque un peu son émancipation, mais également au niveau des étudiants, c'est-à-dire certains étudiants n'ont pas accès à certaines aides sociales pour cette raison-là. Et donc le but, c'est de mettre fin à cela, parce que pour les personnes concernées, c'est aussi un enjeu d'éradication de la pauvreté, c'est pour les personnes concernées, le risque pourrait augmenter de 300 à 400 euros. Même chose pour la GRAPA. Et donc c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur et on l'a calculé, c'est finançable. C'est acté, c'est dans le programme du parti pour les prochaines élections. Donc ça, c'est concernant l'individualisation des droits sociaux. Voilà. Maintenant, la deuxième qui m'intéresse, c'est vraiment la transition climatique qui respecte des impératifs de justice sociale. Je vous remercie d'avoir lié justement les luttes populaires, lutte de classe à la lutte climatique, parce que
Simplement, autant les problèmes climatiques que les problèmes sociaux sont généralement liés au capitalisme et notamment au néolibéralisme sauvage qui fait acte aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera les plus pauvres qui seront les premières victimes du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, c'est 1% des riches qui sont responsables de 16% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous, ce qu'on propose aux jeunes socialistes, c'est premièrement de partir d'une planification écologique. La planification écologique, ça implique une planification économique. Et donc, ça implique de socialiser certains secteurs économiques. Voilà. Et de faire participer l'ensemble du corps social. Alors, ça implique également de socialiser certains biens communs par l'extension de la sécurité sociale et vraiment de tenir un agenda, mais de le tenir, parce qu'on n'a plus que 25 ans. Là, maintenant, on a jusqu'en 2050, après c'est fini. Et finalement, ce que j'aimerais souligner, parce que c'est très peu dit, parce que c'est un peu défaitiste, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qui vont arriver. On sait qu'en 2050, il y aura des inondations en Flandre, il y aura des inondations dans la province de Liège, il y aura de la sécheresse en Wallonie, il y en a déjà eu il y a 1 an et demi. Que ça a un impact très fort sur l'agriculture, sur notre mode de vie et notre mode d'alimentation. Et il y aura pollution de l'air, épidémie, pollution de l'eau, etc. Et donc, ce que je veux, c'est que l'État, en fait, commence à se placer en protecteur de la population. Et commence un peu à voir venir, parce qu'on sait que ça va arriver, voir venir certaines catastrophes qui vont arriver pour pouvoir protéger la population. Et donc des mesures plus concrètes, en tout cas, qui sont mises en donc, place. D'une part, assurer la transition climatique, et ça passe également par la socialisation de l'énergie. Et d'autre part, permettre de protéger la population. Alors, Souleymane El Mokadem, vous vouliez réagir ? Très rapidement, parce que j'entends souvent dire oui, voter le PTB, ça sert à rien, parce qu'ils vont de toute façon pas monter. C'est une demande personnelle. Pas monter au pouvoir, mais c'était juste pour répondre à mon camarade socialiste, qu'en fait, nous, en tant que PTB, on est un parti politique, et bien sûr, on veut monter au pouvoir, que ce soit au niveau communal, régional ou fédéral. Mais pour monter, pour faire quoi ? Est-ce que continuer à faire la même politique néolibérale sur les 30 dernières années, par exemple la privatisation par M. Di Rupo des services publics, ou la chasse aux chômeurs faite encore une fois par M. Di Rupo, ou voter contre l'individualisation des droits, ça sera sans nous. Nous, on demande vraiment une politique de rupture. Que ce soit sur la question énergétique, que ce soit sur la question du logement. Et donc moi, la question que je pose au PS, à Écolo, est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous êtes capables à nous suivre dans cette belle histoire qui serait la rupture, oui ou non ? Donc s'il y a une rupture, nous on est prêts à monter, mais sans rupture, on ne veut pas faire du PS. Spoiler, on est prêt à la rupture. Voilà, en tout cas les jeunes socialistes sont prêts à la rupture. On est prêt à la rupture, et ce que je viens de dire, c'est l'extension de la sécurité sociale et la socialisation de nombreux secteurs. On va laisser réagir Jean Kitenge aussi. Au-delà du camp socialiste et de gauche... disons que le vrai problème, parce qu'il y a un problème qui a été pointé notamment par Souleymane ici présent, la théorie à la pratique, il y a souvent un gros écart, et des déclarations, il y en a eu beaucoup, néanmoins à chaque fois dans le concret ça ne s'est pas fait. Et ça, c'est pas de la faute de l'un ou de l'autre, je pense qu'en fait il y a un vrai problème déjà dans notre structure démocratique. Déjà, qu'on se le dise, nombreuses politiques ont été menées avec la perspective des élections prochaines. Et ça, en tant que tel, dans un premier temps, c'est ce qui nuit à tout projet, notamment de planification, parce que je suis totalement d'accord, il faut un État stratège, un État qui, intègre les questions climatiques et les risques de catastrophes naturelles, c'est une première chose, puis aussi tous les risques d'un point de vue géopolitique. Typiquement, on n'a pas été assez stratège, disons-le, dans notre façon de considérer l'énergie. L'indépendance face à la Russie, notamment. Totalement l'indépendance énergétique, parce qu'on s'était dit, on va, entre guillemets, on va permettre une sorte de dumping, on va prendre notre énergie de là ou là, ce qui nous rend dépendants, alors qu'on ne se prépare presque jamais finalement au fait qu'à un moment donné, il peut arriver l'une ou l'autre chose. Nous ne sommes pas dans période de paix. Fukuyama n'avait pas raison, il y a encore des guerres partout dans le monde, et à un moment donné, il faut pouvoir, entre guillemets, dans un premier temps, protéger nos populations, c'est essentiel. Mais ça ne peut pas se faire en se disant, oui, mais attention, dans 5 ans, il y a d'autres élections, et donc je vais essayer d'avoir juste des quick wins, aligner des quick wins, je fais une petite mesurette là, une petite mesurette là, une petite mesurette là, et puis après, dans 5 ans, je pourrais juste montrer un bilan positif avec des petits trucs qui... sur le long terme, n'auront pas de cohérence et vont donc il faut envisager un vrai projet de société. 15 ans, mais pour ça, il faut des institutions. Alors, j'ai envie, juste pour les 5 dernières minutes qui nous restent, d'aborder un sujet que vous avez déjà un peu abordé, c'est la question de l'extrême droite. On sait que donc là, il y a près de 800 000 Belges qui voteront pour la première fois le 9 juin. Donc des primo-votants que vous rencontrez beaucoup parce que vous allez chacun dans les écoles, vous rencontrez des jeunes à différentes activités. J'ai envie de savoir si parmi ces jeunes, vous sentez à la fois un attrait pour l'extrême droite ou une peur de l'extrême droite.
droite. Est-ce que c'est un sujet qui les mobilise, qui les inquiète, cette lutte ou non contre l'extrême droite d'ailleurs? Alors Jean Kitenge peut-être en premier. Je vais essayer d'être très bref, mais parce que justement, hier, j'étais dans une école. Je dirais que... Alors, il y a deux questions. Un, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un rouleau compresseur qui est en train d'arriver, qui est l'extrême droite flamande? Parce qu'on le sait, l'extrême droite flamande, mais parce qu'il y a les Pays-Bas, l'extrême droite a gagné il y a quelques semaines, en Suède, en Italie, en Hongrie, on a pas besoin d'en citer plus. Ce n'est pas une légende. Ils sont en train de gagner et prendre des places en Europe, et c'est effrayant. Le truc, c'est qu'en Belgique, on a la chance d'avoir le cordon sanitaire du côté francophone, et donc du coup on met beaucoup plus loin ce problème-là en se disant oui mais bon, ça c'est le problème des Flamands. On vit dans un même pays, donc le problème des Flamands c'est le problème des Belges de manière générale, qu'ils soient francophones ou néerlandophones. Et donc du coup oui, il y a cette problématique-là, et les jeunes de manière générale on procède de la même manière. Ah oui mais chez nous on en est préservé, voilà. Et d'autres se disent il y a quand même des idées qui remettent en cause mon intégrité de l'autre côté du pays, qui fait partie de mon même pays. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire pour intéresser à la politique, c'est de leur dire qu'en fait, tout est politique, que le Wi-Fi dans le train, c'est un choix politique, et que donc, soit tu t'en occupes, soit elle s'occupe de toi, et il est temps aujourd'hui d'être maître de notre destin. Mais comment on est maître de notre destin? Déjà en votant un programme qui nous permettra de répondre finalement à ce que les électeurs d'extrême droite, en général, recherchent. Alors, il y a des gens qui sont complètement racistes, des gens qui sont contre l'immigration, et puis il y a plein de gens qui ne savent vraiment en fait pas vraiment pour qui voter et qui sont un peu en train de chercher de manière nébuleuse, oui mais qui va un peu répondre à mes craintes qu'ils n'arrivent pas à traduire, parce qu'en fait en général c'est des craintes autour de leur pouvoir d'achat, de ceci, cela, et donc en fait pour pouvoir combattre l'extrême droite de manière efficace, il faut des politiques qui répondent à ce que les gens veulent, et pour ce faire il faut réduire l'écart encore une fois entre la classe politique de manière générale et les choix qui sont opérés, et encore une fois le citoyen. Et ça malheureusement ça ne se fait pas comme ça. Oui, et peut-être Souleymane El Mokadem, vous parliez tout à l'heure de rupture. Effectivement, on sait que certaines personnes qui votent pour l'extrême droite veulent en fait veulent une rupture, un changement, et choisissent ces partis plutôt que d'autres. Donc en fait, le rôle de l'extrême droite, et c'est ce que je disais un peu là tantôt, elle essaie de canaliser la colère des gens vers le mauvais public. Donc eux, ce qu'ils vont dire, si t'as pas assez de logement, c'est de la faute de l'immigré, ou c'est de la faute de l'arabe, ou de l'homosexuel, ou des trucs ou autre chose. Alors que nous, non, ce qu'on explique, c'est que s'il n'y a pas de logement, s'il n'y a pas d'emploi, c'est pas à cause de la personne qui gagne moins que toi, mais c'est à cause des personnes qui gagnent plus que toi. Et donc ça, je le disais là tantôt, on est un parti national. Mais du coup, il y a aussi une opposition. Là, on fait aussi un eux versus nous, en faisant ça, en disant c'est à cause des plus riches. C'est un fait. Quand je dis plus riches, ou bien des personnes qui prennent les décisions politiques. Donc s'il n'y a pas assez de logement, c'est pas à cause de l'immigré, mais c'est à cause de la ministre du logement qui ne veut pas créer assez de logements. Donc c'est ce qu'on dit. Mais donc nous, en tant que parti national, on est aussi en Flandre, et donc on combat au jour le jour l'extrême droite, que ce soit dans les entreprises ou dans les quartiers, ou même au sein de la jeunesse. Parce que donc votre question, c'était de savoir est-ce que la jeunesse était consciente que l'extrême droite était présente, et la réponse est un grand oui. Consciente, que ce soit en Flandre, parce qu'ils le vivent tous les jours avec des militants du Vlaams Belang, etc. Mais ce que tu disais, Jean, c'était vraiment important. Il ne faut pas il faut pas dire, parce qu'une personne voterait Vlaams Belang, qu'il faudrait arrêter de lui parler parce qu'elle serait facho. Non, il y a des fachos qui sont au sein du Vlaams Belang, mais les personnes qui votent Vlaams Belang ne sont pas forcément fachos. Ils cherchent juste une offre politique différente des partis traditionnels qui font un peu les mêmes choses depuis 30 ans. C'est pour ça qu'on voit que le PVDA, par exemple, donc le PTB en Flandre, augmente de sondage en sondage, parce qu'on vient véritablement avec une nouvelle alternative sur les questions sociétales. Alors Thomas Hugens, comment on mobilise les jeunes contre l'extrême droite? Est-ce qu'ils sont conscients ou pas des risques selon vous? Mais sur la question de est-ce qu'ils sont conscients? Oui, parce que je veux dire, maintenant il y a les réseaux sociaux, etc. Ils voient ce qui se passe en France, ils voient ce qui se passe ici, également au nord du pays, et ils comprennent vraiment ce que c'est que le racisme, ce que c'est que la discrimination, et ce que c'est que le fascisme. Voilà. Ils ne sont pas idiots sur ce point-là, ils savent le reconnaître. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont favorables à ces idées? Dans le monde francophone, je ne pense pas. Maintenant, je pense qu'il est très dangereux, c'est d'une part l'extrême droite, les mouvements organisés d'extrême droite, mais surtout le fait que leurs idées commencent un peu à imprégner certains médias, certains cadrages médiatiques, et également... Leurs idées se banalisent. C'est ça, ils se banalisent, y compris dans certains partis. Je veux dire, aujourd'hui, avec les jeunes FGTB, on commence à se poser la question, par exemple, de est-ce que le MR est encore fréquentable ?
sur ces questions-là. Quand on voit, je veux dire, avec Georges-Louis Boucher, les tweets racistes qu'il peut republier, des tweets transphobes également, que Marguem utilise l'image de la pieuvre rouge, qui est une image, je rappelle, antisémite et fasciste, qui emprunte au judéo-bolchevisme, c'est qui est une théorie du complot. Hein. Même chose, ils prennent un candidat qui admire, j'ai envie de dire, Marion Maréchal Le Pen, Bardella, Jean Messia, enfin toute la fachosphère française. Et moi, je trouve ce qui m'a le plus choqué, c'était, il me semble, en octobre 2022, quand le MR International a commencé à faire l'éloge de Mussolini en pleine salle de presse du MR. A fait l'éloge en disant que les Italiens avaient raison de se réclamer de l'héritage de Mussolini et que Meloni, au final, c'est une bonne chose. Bon, alors le MR n'est pas là pour répondre, donc... J'en suis triste, franchement, parce que j'aurais bien aimé avoir leur avis là-dessus. On réorganisera un débat avec les jeunes MR. C'est tous les gens au MR ne sont pas comme ça. Mais j'ai peur que la tendance du parti aille vers l'extrême droite, ou du moins fasse d'un appel du pied, on va dire. Bon, alors, donc effectivement, ils ne seront pas là pour répondre, mais je voulais juste signaler en cette fin d'émission que le Centre d'Action Laïque a distribué il y a quelques jours un journal qui s'appelle Vraiment, qui est un faux journal, mais qui est un faux journal de sensibilisation aux dangers de l'extrême droite. Vous pouvez trouver ce journal et aussi toutes les explications et la déconstruction aussi des articles qui s'y trouvent sur le site vraiment.eu, donc vraiment.eu. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce débat ainsi que celui de la semaine passée sur notre site internet laïcité.be ou sur toutes les plateformes de podcast. Au revoir et bonne soirée.